va promouvoir efficacement vos produits à l'international? C'est une question. Est-ce qu'elle va bien pouvoir faire ça? Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le Chief Creative Strategy Officer de Hopscotch Season et le Digital and AI Innovation Officer de Hopscotch. Veuillez accueillir très chaleureusement Alexandre Van Écoute et Thomas Fournier. Merci beaucoup. Merci. Bon, on peut s'installer. Bon, Thomas, je sais que c'est plutôt votre présentation d'abord. Du coup, je vous pose la question, est-ce que peut tout faire avec l'IA? C'est d'abord Alexandre qui nous présente. Oui, très rapidement. Un bref aperçu, mais enfin, l'un n'est pas, en fait, pas mutuellement exclusif. Je vais avoir beaucoup de choses à moins dire, en tout cas que Thomas, et je vais beaucoup laisser Thomas parler. Mais juste pour remettre un petit peu de contexte, si vous le permettez, au début de notre intervention. Donc, on est déjà tous les deux très ravis d'être avec vous ce soir, presque. Donc, nous deux, actuellement, donc chez Hopscotch, groupe Hopscotch, agence de communication internationale, fondée à Paris, mais qui œuvre à l'international. Moi-même, Alexandre, chez Hopscotch Season, qui est le nouveau nom de l'agence Sopexa, pour ceux qui savent ce qui était, en tout cas l'agence Sopexa, c'est une agence dédiée à la promotion de la food et du beverage à l'international. Donc on œuvre avec le groupe Hopscotch sur près de 40 pays à peu près. Voilà, et ce qui change aujourd'hui, en tout cas ce qui rajoute une dimension encore plus opérationnelle et qualitative à notre dispositif, c'est qu'on fait désormais aujourd'hui partie du groupe Hopscotch et qu'on a à cœur de faire notre métier encore mieux avec notamment de la créativité et de l'innovation, encore plus d'innovation. Voilà, donc la raison de notre intervention aujourd'hui, et donc je laisse Thomas vous parler de ce sujet de l'IA. Merci à tous. Merci Alexandre. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus nous voir aujourd'hui. On va effectivement échanger sur l'IA. Et quand je dis échanger, c'est que nous comptons aussi tous les deux sur votre intervention à la fin, sur vos questions. On est venus pour ça. C'est ce qui est le plus intéressant, plutôt que de faire de la communication descendante, c'est d'échanger avec vous. Donc la question qu'on s'est posée aujourd'hui, c'est peut-on tout faire avec l'IA? Bon, bah déjà, je peux vous dire, on peut faire des choses comme ça. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est rigolo? Est-ce que c'est gadget? Ça fait partie des questions qu'on pourrait se poser. Je ne sais pas comment vous avez vécu ces derniers mois, ces dernières années, ces 2-3 dernières années. Mais on a tous eu, je pense, l'impression de se prendre un tsunami terrible de nouveautés sur l'IA. On ne peut pas allumer la radio sans que ça parle d'IA, on ne peut pas regarder un onglet internet sans qu'il y ait un sujet sur l'IA. On a l'IA à toutes les sauces, on entend tout et son contraire et on peut se poser beaucoup de questions. Parmi ces questions qui sont très légitimes, il y en a deux qui reviennent souvent. C'est est-ce que vraiment l'IA peut me permettre de tout faire, à moi tout seul? Parfois même, je suis un peu introverti, je suis un peu tout seul, je suis un peu loin de mes équipes. Est-ce que je peux aller faire des trucs très complexes avec l'IA? Et surtout, et c'est la deuxième question qui est là aussi très légitime, c'est comment je démarre, comment je m'organise pour faire en sorte que cette IA me rende service et de l'intégrer dans mes outils. Cette question-là, évidemment, dans le groupe Hopscotch, on se l'est posée et on a essayé d'avoir une approche la plus saine et la plus logique, la plus rationnelle possible. Elle s'oriente sur 3 axes essentiels. Le premier, c'est l'exploration. On va prendre le temps de regarder les solutions qui sortent et essayer de regarder si elles répondent à nos besoins. Donc, on va pas matcher les solutions, nos besoins par rapport aux solutions. On va surtout essayer de regarder s'il y a des solutions qui existent et qui matchent avec nos besoins. Donc, toute l'exploration, ça demande du temps, ça demande de la veille, ça demande de l'énergie, mais c'est essentiel parce que ça bouge beaucoup et ça évolue énormément. Et ça vient nourrir le deuxième pilier, qui est le pilier concernant l'éducation. Une fois qu'on a un visuel assez clair des solutions qui existent, l'important, c'est de ne laisser personne derrière. Et quand je dis personne, c'est les équipes avec lesquelles on travaille, bien sûr. Et dans le groupe Hopscotch, on s'est attaché à mettre en place des modules de formation pour toutes nos équipes. Et en 9 mois, on est déjà à plus de 70% du groupe qui a été formé. Donc, c'est très important pour que chacun apprenne et pour que chacun s'empare de cet ensemble de disruptions technologiques. L'éducation, ça va être aussi échanger avec ses clients et c'est très important. Leur proposer le même type de formation, des formations qui seront adaptées à leurs besoins, c'est essentiel pour qu'on avance tous ensemble parce que bien évidemment, la communication, ça se fait avec ses clients. Et enfin, il y a la partie innovation, parce que je l'ai dit, en premier, on a regardé les solutions qui existaient, mais on se rend très vite compte qu'il y a des solutions qui n'existent pas. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On les invente. Et on a la chance dans le groupe d'avoir une agence digitale qui s'appelle Even, qui a une équipe de recherche et développement avec laquelle on travaille au jour le jour,
on prend les besoins de l'agence et on travaille avec eux sur le développement de nouveaux outils que l'on met ensuite à la disposition du groupe. Et c'est ça qui nous permet d'avancer dans cette nouvelle étape de transformation digitale. Alors, la transformation digitale, on en entend parler depuis des années, et la transformation digitale, en fait, elle ne s'arrête jamais. Là, on peut espérer la faire avec l'IA, mais demain, il y aura d'autres innovations. Et c'est aussi ce qui fait le sel de mon métier et ce qui fait le sel de l'industrie, c'est qu'en fait, on apprend et on grandit tout au long de sa carrière avec les innovations technologiques. Je sais pas vous, mais moi, quand j'étais petit, j'aimais bien faire semblant. Alors, j'ai eu ma phase pilote de ligne, j'ai eu ma phase pompier, j'ai eu ma phase agriculteur. Et aujourd'hui, devant vous, j'ai envie de faire semblant d'être un producteur de boissons gazeuses aux agrumes et de regarder un peu tout seul dans mon coin ce que je peux faire avec les IA génératives pour me rendre compte un petit peu de, voilà, je suis derrière mon bureau, derrière mon ordinateur, jusqu'où est-ce que je peux aller? Première étape, je vais réfléchir à un nom pour ma boisson gazeuse aux agrumes. Et donc, je vais commencer à échanger avec la machine. Je parle bien d'échange avec la machine, et ça, j'insiste toujours dessus. On n'utilise pas une IA comme on utilise un moteur de recherche. La première réponse que va vous donner une IA, elle est généralement d'assez bas niveau. C'est quand on dialogue avec la machine qu'on commence à avoir de la valeur, et c'est ça qui est important. Donc là, vous voyez, j'ai un petit prompt derrière moi, où je le brief, tout simplement, sur ce que je souhaite faire. Et je lui demande des idées de produits, des idées pour ma petite canette de soda. Et j'ai des propositions. Propositions qui sont intéressantes, qui peuvent être valables. Mais attention, ces propositions sont peut-être déjà utilisées d'un point de vue commercial. Donc, je vais échanger avec la machine, mais je ne vais pas oublier aussi de sortir uniquement de mon grand modèle de langage, ChatGPT, Claude, Mistral, celui que vous préférez, et je vais aller regarder si la marque est disponible sur l'INPI. Parce que cette recherche-là, par défaut, le grand modèle de langage ne veut pas vous le faire. Et vous pourriez commencer à travailler sur une marque qui existe déjà ou qui est déjà exploitée commercialement. Et ce serait un grand danger, un premier grand danger. Je m'arrête sur un nom qui me semble sympa. Citruse, citron, fuzz, citreuse, pourquoi pas. Petite recherche sur l'INPI. C'est pas pris, bon, ça m'intéresse, et je vais commencer à réfléchir à mon graphisme, à mon univers graphique. Alors, je vais regarder un petit peu les solutions qui existent. Vous avez entendu parler de Midjourney, vous connaissez peut-être un peu moins Ideogram, et je vais commencer comme ça à réfléchir à mon logo. Donc, je vais être sur des choses figuratives, des choses qui le sont moins. Je vais réfléchir à ma typo, à mes couleurs, à ce que je veux évoquer. Et puis, tant qu'à réfléchir sur l'image, je vais réfléchir aussi au look de ma canette. Donc, est-ce que je veux une canette toute jaune avec une texture citron? Est-ce que je veux plutôt quelque chose de doré, de sympa qui me fasse jouer aussi l'orange? Je vais réfléchir à tout ça. Je peux aller plus loin. Je peux imaginer le terroir d'origine de mes ingrédients, en l'occurrence les citrons qui viendraient d'un village italien ou d'une zone italienne. Je peux réfléchir à des gros plans sur ma matière première, parce que c'est intéressant. Je peux même aller jusqu'à réfléchir à des petites mascottes pour les enfants, parce qu'après tout, Oasis n'a pas le monopole de la mascotte. On peut imaginer un citron rigolo, une orange complètement délirante, et ça, c'est relativement simple à faire. Je vais revenir sur cette canette parce qu'elle me plaît bien. La couleur est un peu différente de ce que j'ai vu sur le marché. Ce doré rappelle bien les agrumes, la chaleur, le soleil, et je l'avais joué un petit peu dans une rivière avec des gouttes. On a bien l'esprit de fraîcheur. J'ai quand même envie de changer, toujours en utilisant Midjourney. Je vais partir sur une image plein écran et je veux plutôt m'orienter vers un bord de plage. Donc là, on est plutôt Caraïbes. On a des choses qui sont intéressantes. On a cette lumière rasante du coucher du soleil. On a ces blocs de granit derrière. On a ce sable qui boit un petit peu l'eau de la mer qui vient lécher ma canette. On est bien là, on est en vacances, on est au frais. Et maintenant que j'ai ça, en un clic, je peux le faire bouger. Les solutions existent. Donc là, j'ai utilisé une solution chinoise qui s'appelle Minimax, qui fonctionne assez bien. Là, je commence déjà à réfléchir à des plans qui sont intéressants. J'ai bien ma mère qui vient lécher ma canette, j'ai bien cette fraîcheur. Ça marche plutôt pas mal. On peut faire des choses intéressantes. On peut faire des choses aussi beaucoup moins sexy, mais très utiles. Je vous montre un exemple. Alors, j'ai conscience de voir basculer dans le réel. Je vous mets du tableur. Alors, on n'est pas du tout sur Excel, on est sur Google Sheets ici. Vous voyez ici, j'utilise une petite formule qui s'appelle Google Translate. C'est tout bête. Quand vous êtes dans Google Sheets, vous pouvez utiliser Google Translate en temps réel.
Donc vous avez une colonne dans votre langue et vous pouvez la traduire en temps réel dans toutes les autres langues que Google Translate maîtrise. Et ça va dernièrement jusqu'au breton qui a été intégré il y a quelques semaines dans l'outil. Donc c'est intéressant. C'est perfectible, il peut y avoir des erreurs, mais c'est intéressant. Et une fois que vous avez le texte qui est écrit, on peut très bien le faire prononcer assez facilement. Par exemple en français. Citrus, c'est bon, c'est frais, et cela contient beaucoup moins de sucre que 70% des sodas du marché. Je veux garder cette voix, mais la langue ne me convient pas. Je la change. Citrus es bueno, es fresco, y contiene mucha menos azúcar que el 70% de los refrescos del mercado. Et encore. Citrus 很好，很新鲜，而且比市场上70%的苏打水含糖降低得多。Toujours faire relire par des natifs et réécouter par des natifs, il peut y avoir de gros soucis. Et ça aussi, c'est un danger. Penser que la machine va tout faire parfaitement et s'arrêter en disant c'est bon, j'ai traduit dans toutes les langues, mon image est parfaite. C'est jamais le cas et je vais y revenir. On peut aussi changer de langue et changer de voix évidemment. Etc., etc. Bon, la petite démo que je vous ai faite là, les 2 premières minutes, c'était en utilisant ces outils-là. C'est pas une liste exhaustive, hein. C'est pas forcément non plus la liste des produits préférés, mais ça permet de démarrer dans de bonnes conditions. C'est intéressant, mais c'est intéressant si on en comprend les limites. Je vous laisse prendre la petite photo. J'essaye de m'enlever de la photo. Mais alors, vous allez me dire, du coup, si tout le monde a accès aux mêmes outils, que ce soit mon petit cousin de 13 ans, mon boucher charcutier, ma graphiste, qu'est-ce qui va faire la différence ? Tout le monde peut prétendre à faire une exécution relativement correcte. Et là, je vais vous dire, oui, c'est vrai. Mais ce qui fait la différence, justement, quand tout le monde a accès aux mêmes outils, c'est tout ce qui n'est pas l'outil. L'expertise, l'expérience, parce que justement, les outils sont et doivent rester des outils. Vous en conviendrez, enfoncer un clou sans marteau, c'est pas pratique. Et manipuler un marteau sans être humain, c'est pas pratique non plus. Et l'IA, c'est exactement ça. C'est un outil qui vient rejoindre une trousse à outils qu'on a déjà quand on fait de la communication et que l'on doit utiliser comme un outil, mais pas plus. C'est pas une fin en soi. C'est pas le plus important dans l'histoire. Le plus important, c'est de servir une stratégie, un discours et d'arriver à toucher la bonne audience. Je donne maintenant un exemple tout simple. Je vais vous parler de fromage, parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Et c'est un sujet qui plaît beaucoup à Season, l'agence Food & Drink dans laquelle Alexandre travaille. Et d'ailleurs, Alexandre a travaillé sur cette campagne. Tout le monde connaît plus ou moins le pecorino romano ici, en fromage ? Oui. Bien sûr, oui. C'est un fromage italien qui est très identitaire, qui est consommé en général pendant la fête du travail. Et il est fait, ça vous le saviez peut-être pas, uniquement avec du lait qui vienne de brebis qui viennent de Sardaigne. Et c'est hyper important pour les Italiens. Alors, Season, au cours des années, on les a souvent mis en avant. Ces brebis sardes, comme on dit. Elles sont déguisées, on met en avant la naturalité, on met en avant l'origine du produit. Et ça marche plutôt bien. Les gens sont plutôt réceptifs à ce genre de communication. Sauf que, quand on fait un shooting comme ça, avec un modèle, il faut faire comme si on travaillait avec Eva Longoria. Il faut faire un casting. Alors, on va faire un casting de brebis. Il faut trouver la bonne brebis. Je vous ai dit, brebis sarde. N'essayez pas de mettre une autre brebis, sinon les Italiens vont pas être copains avec vous. Donc, on va chercher la bonne brebis, de la bonne race. Il faut qu'elle soit expressive. Il faut qu'elle soit bien peignée. Il faut qu'elle soit propre, mais pas trop. Il y a un vrai casting à faire. Et une fois qu'on a sélectionné notre brebis, il faut l'emmener sur le shooting. Et là, c'est une autre paire de manches, parce que notre brebis, c'est pas un modèle professionnel. Donc, il faut être patient. Et puis, c'est pas facile pour elle de se prendre des flashs dans la figure pendant 5-6 heures. Et c'est pas facile non plus pour l'équipe d'avoir le plan que l'on souhaite avoir. Donc, un tournage qui peut être compliqué et une maîtrise sur le rendu qui dépend, somme toute, beaucoup de l'animal. Pour la première fois l'année dernière, chez Season, on a réfléchi à faire les choses autrement parce que les IA génératives nous permettaient de le faire. Et on s'est dit, pour cette nouvelle campagne qui met toujours en avant notre brebis, on va pas travailler avec une vraie brebis. On va la laisser dans son champ tranquille, elle va nous faire du bon lait, on va pas la stresser. On va envoyer des photos de référence de brebis sardes à notre graphiste et on va travailler ensemble sur 1000 journées pour avoir un bon rendu. Et on s'est rajouté un défi, on voulait que la brebis tire la langue parce que elle se pourlèche les babines à l'avance
parce qu'avec son bon lait, on va faire un bon fromage. Donc, on commence à faire des tests et on commence à maqueter ces tests et on échange, bien entendu, avec notre client pour arriver au visuel qui sera la star de la campagne. Et ce visuel-là, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est notre brebis sarde. Elle est jolie, mais pas trop. Elle est propre, mais pas trop. Elle est expressive, elle tire la langue, formidable. Eh bien, elle part en campagne en Italie et elle part en campagne en Allemagne. Et ça, c'est un bon exemple qui vous montre comment on a travaillé. Et je ne vous ai pas encore parlé du bénéfice. Il y a un bénéfice qui est évident, c'est le bien-être animal. Et puis le bien-être des équipes de tournage aussi. Et on gagne à peu près 30% du temps qu'il nous aurait fallu sur une campagne équivalente avec un réel shooting. Ça ne veut pas dire que tous les shootings doivent se passer comme ça. Mais ça veut dire que dans certaines conditions, on peut faire des choses aussi belles que celles-là en respectant l'animal et en travaillant évidemment avec le client pour faire une belle campagne. Alors vous allez me dire, Thomas, t'es gentil, mais faire une brebis, c'est pas ce qui est le plus compliqué. On le sait, quand on fait de l'IA, le plus compliqué, c'est de faire des êtres humains. Et vous aurez raison. On a tous vu les êtres humains avec 5 doigts, 2 pieds, les têtes qui partent dans tous les sens. On a du mal. Je vais vous parler d'une autre campagne. Alors là, on n'est plus dans la food, mais on est dans le lifestyle quand même. Il s'agit d'un téléphone, le Motorola Razr. Et Evan, qui est l'agence digitale du groupe, reçoit un brief de la part de son client, Motorola. Il faut qu'on parle des couleurs de son téléphone. Il faut qu'on parle du fait qu'il est boosté à l'IA, qu'il a du style, ce qui nous fait automatiquement penser à un catwalk, un fashion show. Et il faut évidemment que le logo soit visible. C'est ce que vous demandera à chaque client, plus gros le logo. On va jusqu'à imaginer un fashion show où tous les vêtements qu'on va voir portent ce que le client appelle le Batwing, c'est le logo Motorola. Pas facile à faire, très compliqué à faire en prise de vue réelle, et on commence à réfléchir à le faire en IA. Et on travaille. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un aperçu de l'écran de travail d'un graphiste, parce que là, il ne s'agit pas de bosser avec une IA, mais on bosse pendant 4 mois en équipe avec 9 outils d'IA différents. Et on travaille, et puis il y a des ratés, forcément, il y a des ratés. Je mentionnais tout à l'heure les 5 doigts, les 6 doigts, les 8 doigts. On voit ici les têtes qui partent dans tous les sens, on voit des pieds qui ne sont pas aux bons endroits, on va voir tout à l'heure une femme avec 3 mains. Donc il y a du boulot. On ne prend jamais le retour brut qui nous est donné par une intelligence artificielle générative. Jamais. Ce serait une erreur, et il y a toujours des erreurs. Donc on regarde, on corrige, et à force de travail, on arrive à un très beau cas. Motorola. You know this iconic brand, but did you know they have always been pioneers in technology and innovation? The world's first pager, Motorola. The first words received from the moon, Motorola. The first flip phone, Motorola. Yes, that's a lot of firsts. So a few months ago, when Motorola France came to us to help promote the launch of their new AI-packed flagships, the Razr 50 and Razr 50 Ultra, and to position Motorola within the fashion world, we knew we had to innovate. After hundreds of hours of testing and thousands of takes, we succeeded thanks to artificial intelligence. Imagine the first fashion show consisting solely of outfits inspired by their iconic logo, the Batwing. An astonishing encounter between technology and fashion allowed us to bring this somewhat crazy idea to life. This Styled with Moto campaign resonated globally, with articles published in over 24 countries across 5 continents, reaching more than 40 million people worldwide. A groundbreaking film that allowed Motorola to create yet another first by becoming the first brand in the world to produce a film entirely generated by artificial intelligence. Motorola is now part of AI conversations, and no human was hurt during this campaign. Hello, Moto. Hello, AI. Oh, and by the way, I'm also an AI. Une campagne impossible à faire uniquement avec des humains, impossible à faire uniquement avec de l'IA, et ce n'est qu'en dialoguant avec la machine qu'on arrive à des résultats comme ça. C'est hyper impressionnant. Pardon. C'est moi qui Motorola. J'appuie sur les boutons. C'est hyper impressionnant, mais j'ai quand même une question. Je ne sais pas si on peut revenir vite fait sur la slide de la brebis sarde, bien sûr. pas d'une autre, pas corse. Pas corse.
Voilà. Ne vous amusez pas à ça. La brebis corse, très différente. Cette brebis, donc là, vous avez mis tout ce que vous vouliez comme data dans l'AI et vous avez sorti ça. C'est arrivé tel quel. Alors là, il y a de la retouche. Il y a toujours de la retouche. D'accord. Encore une fois, on ne prend jamais le résultat brut que nous donne l'IA. On prend des versions, on les retravaille et il y a toujours de toute façon de la retouche publicitaire pour avoir l'éclairage que l'on veut, le grain que l'on veut, la position, la lumière que l'on veut, invariablement, j'ai envie de dire. Prendre le résultat brut que nous fournit une IA en texte comme une image, ce serait une erreur. Donc directement l'IA, on ne peut pas avoir une image bien léchée comme ça. On peut avoir une belle image, mais pas au point de la diffuser. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et alors, est-ce que vous n'avez pas... Bon, on va ouvrir un petit peu, évidemment, les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Mais j'ai une question qui m'était venue, c'était... Quand vous, en tant qu'agence, quand vous travaillez avec l'IA, etc., vous dites que on a des outils, on les a vus, les outils que vous utilisez, on y a accès, moi j'y ai accès, avec un tuto YouTube, par exemple, qui me formerait un petit peu correctement. Et ça, pourquoi j'aurais besoin de votre agence ? Oui. Je sais pas. En fait, Thomas, je crois que tu as insisté à un moment donné sur l'histoire du marteau et que, en fait, sans humain ou sans clou ou sans rien, en fait, c'est qu'une partie de l'échelle de le process, en fait, voilà, qu'il faut pouvoir mettre en place de façon à obtenir un résultat satisfaisant. Et que le défaut de perception de l'IA, ça serait de se dire que tout est faisable par n'importe qui. En fait, ça simplifie dès lors qu'on connaît les process. Mais je suis moins expert que Thomas. Je m'occupe notamment de la strat et de la création, mais je ne me lance pas tout seul moi dans la création d'un visuel à l'aide de l'IA. C'est-à-dire que il faut mettre en place différents outils de la méthodologie, avec notamment le prompt, la bonne rédaction, les bons outils de l'IA aussi, parce qu'à chaque usage... Ce qui suppose au départ un bon brief, une bonne réflexion sur les audiences. C'est en ça que les exemples que j'ai montrés tout à l'heure avec ma petite canette là étaient en fait de mauvais exemples. Parce que je vous ai pas parlé de ma cible, je vous ai pas raconté comment est-ce que je voulais adresser le truc à l'audience. J'ai pas fait le travail correctement. Je suis parti directement dans le visuel, ce qui est un problème. Et sur l'écran noir, justement, il y avait USP. USP, si vous pouvez juste me rappeler le Unique Selling Proposition. C'est d'accord. On n'est pas forcément sur la segmentation, sur la cible, etc. Non, c'est juste les atouts du produit quand on parle de marketing. Et voilà, les atouts, ils étaient très faibles en réalité. Sur mon prompt, ils étaient très mauvais. J'ai souvent l'habitude de dire un charpentier couvreur, pendant des années, ils ont bossé. Et les charpentiers couvreurs, pendant des années, ils ont bossé avec des marteaux. Et puis est arrivé le pistolet pneumatique pour enfoncer encore plus de clous, plus vite, plus profond, plus proprement. N'importe qui peut apprendre à se servir d'un pistolet pneumatique. Il y a même des tutos sur YouTube, j'en suis quasi sûr. Ça ne fera pas de vous un bon charpentier couvreur pour autant. La maîtrise des outils, c'est une chose, mais l'intégrer dans son process de travail, c'en est une autre. Et si je peux ajouter une dernière petite chose aussi, ce qui est à noter aussi, c'est que de plus en plus de créatifs, dont c'est le métier de produire des images, ont recours à ces outils de l'intelligence artificielle. Et nous, on se rend compte qu'il y a un nivellement en fait, de la capacité créative, il y a besoin d'aller au-delà de ça, et qu'en fait, il y a une baisse de la qualité de la restitution, même par des personnes qui utilisent l'IA, dont c'est le métier. D'accord. Donc, il faut rester exigeant et il faut être lucide quant à la capacité de l'IA à nous aider à produire des campagnes ou des visuels tels que ceux que nous a partagé Thomas. Et avant tout, parce que c'est de la com, il faut revenir aux fondamentaux, c'est de l'écriture, c'est de la recherche sur l'audience, c'est de l'intelligence économique, et c'est tout ça qui vient faire un bon brief. Parce que faire une image, c'est facile. Faire une image qui réponde à un bon brief et qui soit suffisamment bien faite pour parler aux audiences, pour qu'on puisse ensuite les adresser au bon moment et au bon endroit, ça c'est du travail. D'accord. Je ne sais pas si vous avez une question, parce que j'ai encore une ou deux qui me viennent en tête, mais voir d'abord si une des questions, pas pour l'instant. L'idée... Le prompt. Est-ce qu'on peut revoir le prompt ? Ah oui, revoir le prompt, bien sûr. Alors, je vous conseille pas vous pouvez le réutiliser tel quel. Faut toujours se méfier des gens qui vous vendent des prompts ou le fait de copier-coller des prompts que vous trouvez, parce que celui-ci en particulier est assez rapidement travaillé. On aurait pu le faire mieux. J'aurais pu le faire mieux. L'idée, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Quand vous faites un prompt, vous allez donner un rôle à l'IA. Prompt en anglais, ça veut aussi dire souffler à un acteur. L'IA est un acteur à votre service. Tout prompt, un acteur, c'est vraiment souffler un acteur.
Quand vous promptez une IA, en fait, vous lui rappelez un rôle, vous lui rappelez un contexte et vous lui donnez une tâche à faire. Donc là, je lui donne un rôle, je lui dis t'es spécialiste en marketing food and beverage avec une bonne connaissance des marchés internationaux. Le contexte, c'est que je suis en train de réfléchir à un nom, je lui donne des éléments. Et à la fin, je lui demande une tâche à accomplir, donc de me proposer des noms courts et facilement mémorisables. Et là, j'en ai eu des palettes entières de noms. Plus ou moins intéressants d'ailleurs, on en a quelques-uns ici, mais j'en avais plus d'une trentaine. Et après, encore une fois, ne surtout pas réutiliser ce que vous donne l'IA, parce que là, tout de suite, là, c'est tribunal direct. La moitié de ce qui me cite, ce sont des marques qui sont déjà déposées, alors pas forcément en France, mais j'ai trouvé des marques en Amérique latine, des choses qui sont exploitées commercialement. Donc évidemment, et c'est pour ça que j'insiste dessus, toujours faire des vérifications. Et quand on a la chance, en plus en France, d'avoir un établissement comme l'INPI, il ne faut pas s'en priver. Donc effectivement, ça fait partie quand même des craintes de l'utilisation de l'IA, le droit à la propriété intellectuelle. Ok. Juste pour revenir sur là, cette fois-ci du point de vue graphiste, ils vont se faire remplacer finalement par des algorithmes et des outils IA. Non, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la facilité voudrait qu'on puisse s'imaginer ça, se dire de toute façon c'est facile, c'est la machine qui fait le visuel et donc les graphistes vont faire ainsi. Pour en revenir au prompt, en fait, tout n'est que dans la capacité à renseigner les bons éléments qui vont permettre de pouvoir, par un petit cheminement, c'est-à-dire d'étape en étape, arriver au résultat final. Et donc, il faut une culture de l'image, il faut la capacité rédactionnelle. C'est pas dit qu'un graphiste ait la bonne capacité rédactionnelle, ou du moins utiliser les bons mots pour illustrer l'idée qu'il a en tête. Et en fait, si je peux dire aussi, à mon niveau assez profane, hein, presque, c'est des nouveaux outils pour tout le monde, en réalité. C'est que fut une époque où en fait les graphistes ont découvert des nouveaux outils qui allaient les aider à mieux produire. Je pense à Photoshop par exemple, à ces outils très connus. Et on a très vite crié au scandale à dire mais c'est pas possible, ça remplace des métiers, etc. En fait, ce n'est que des nouveaux outils qui aident les créatifs à produire d'une nouvelle manière. Mais l'outil en tant que tel ne peut rien sans la personne qui est derrière. Donc ça, c'est pour répondre à votre question de notre rôle d'agence, c'est d'être en capacité à justement aiguiller tout le monde, en tout cas nos clients, pour les amener vers la meilleure restitution finale, mais à l'aide de cet outil qui est bien maîtrisé, du coup. Et effectivement, ces outils que vous pouvez tester, bien évidemment, que vous utilisez certainement déjà, ne sont jamais mieux utilisés que par des gens qui connaissent déjà leur métier, qui connaissent déjà leur secteur, qui maîtrisent déjà le vocabulaire. Et c'est le cas aussi pour les outils de production d'images. Un photographe aura beaucoup plus de facilité à se servir de Midjourney que quelqu'un qui n'a jamais touché à la photo ou qui n'a jamais décrit d'image. C'est pour ça que nous, dans le cadre de nos formations internes et aussi auprès de nos clients, on insiste là-dessus parce qu'il y a un vocabulaire à avoir, il y a une petite culture graphique à avoir. Parce que quand on réfléchit à une image, avant de pouvoir la demander à une machine, il faut déjà l'imaginer. Et l'imaginer et le décrire, parfois, c'est pas facile quand on n'a pas appris. D'accord. Donc, si je comprends bien, un graphiste qui a peur d'être remplacé par l'IA ne sera pas remplacé par l'IA. Il sera remplacé par un graphiste qui utilise l'IA. Exactement. Donc, il faut qu'il se mette à l'IA, en somme. Okay. Oui. Comme il fallait se mettre à Photoshop en 91. C'est un outil supplémentaire. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire c'est des couleurs supplémentaires à la palette. Ça ne viendra pas demain tuer les graphistes, pas plus que... la vidéo a tué les photographes ou Photoshop a tué les maquettistes. Par contre, les maquettistes ont dû apprendre à utiliser Photoshop ou d'autres logiciels Adobe pour pouvoir continuer à faire leur métier plus rapidement, plus facilement. Il ne faut pas perdre de vue l'avantage majeur de ces technologies-là, c'est que ça vient quand même faciliter des tâches qui sont chronophages et rébarbatives. Ça ne vient pas remplacer la créativité. Mais par contre, ça vient m'aider sur des trucs qui sont embêtants. Typiquement, la traduction Google Translate, j'aurais pu le faire autrement. Mais le fait de pouvoir tout faire en un clic dans mon tableur sans quitter mon logiciel, j'ai gagné 30 minutes sur chaque tâche. Bien sûr. Donc c'est ça qu'il faut venir chercher. Et surtout, pas imaginer que ça va venir créer à notre place, inventer à notre place, être créatif à notre place. Je dis souvent que l'intelligence artificielle n'a d'intelligent que de nom. En réalité, on imite des processus cognitifs. Mais je cite souvent un de mes anciens profs d'informatique qui disait la vraie intelligence, elle est entre le clavier et la chaise. Et c'est le cas. Et c'est la même chose pour la créativité.
Bien, merci beaucoup. Et donc, je repensais très rapidement. Ça vient de m'échapper, mais c'est pas bien grave. On vous a couvert en tout cas tout ce qu'on devait couvrir. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être dernière question, si jamais. Merci. Bonjour, j'ai une question sur notamment nous aussi, tous les jeunes qui arrivons, on se dit il y a cette IA miracle qui va un peu, on commence on va dire à apprendre notre travail en même temps que l'IA vient un peu révolutionner. Quel conseil vous nous donneriez, c'est-à-dire pour dialoguer, s'entraîner, comment est-ce qu'on performe à être un bon prompteur? Alors pour faire des bons prompts, tu voudras peut-être répondre sur l'image. Moi je réponds en général. Pour faire un bon prompt, déjà il faut essayer d'avoir un peu le vocabulaire du secteur auquel on s'intéresse. Et c'est pas une chose facile. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé voir un client il y a quelques temps qui est dans le secteur de la levure alimentaire. Bon, je suis pas un expert. Donc, il a fallu que je me cultive dans le domaine. Et j'ai utilisé un LLM, en l'occurrence Claude, qui est un des LLM les plus connus du marché, pour m'entraîner à améliorer mes connaissances sur ce secteur que je ne connaissais pas. Donc, le bon prompt, ça va passer par l'acquisition d'un vocabulaire spécifique par rapport au secteur qui vous intéresse. Et plus on se spécialise, plus on prompte finement. Le minimum du minimum, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, rôle, contexte, tâche. Ça, c'est le minimum. Vous donnez un rôle à l'IA, vous lui donnez des éléments de contexte, vous lui donnez une tâche à accomplir. Vous pouvez aussi lui donner des indications concernant le rendu. Vous voulez faire par exemple un calendrier éditorial, vous n'allez pas vouloir un paragraphe de texte, vous allez peut-être vouloir un tableau. Les LLM peuvent aussi vous servir à faire du code informatique. Encore faut-il savoir le demander correctement. Ou à progresser dans Excel, par exemple. Il y a une syntaxe Excel à connaître. Moi, je suis une bille en Excel. Je m'améliore tous les jours grâce au grand modèle de langage parce que je demande précisément ce que je veux. Je vois la formule qui en sort et je lui demande de me l'expliquer. Il y a un vrai dialogue qui doit se faire. Les IA génératives sont assez fortes pour reformuler. Donc, quand on ne comprend pas, on demande à ce que le sujet soit reformulé comme si on était un enfant de 10 ans. J'ai fait le test il y a pas très longtemps dans le domaine de la vaccination, par exemple. Explique-moi les principes de la vaccination comme si j'étais un enfant de 10 ans. Il va grosso modo me refaire un épisode d'Il était une fois la vie. Et c'est valable, parce que c'est ce que je viens chercher. Et après, reformule-moi comme si j'étais étudiant en première année de médecine. Et là, je vais avoir du vocabulaire supplémentaire. On va commencer à me parler d'antigènes, ce genre de choses. Donc c'est vraiment en dialoguant qu'on arrive à trouver le bon niveau et à être à l'aise. Eh bien, on est à court de temps maintenant, mais merci infiniment. Alexandre et Thomas, on peut les applaudir bien fort. Merci de ce deep dive dans l'AI.